Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau magazine de TLM dédié à votre santé en collaboration avec la Fondation Hospice Civil de Lyon pour vous faire découvrir les innovations au sein des HCL. Ce mois-ci, nous parlerons de la formidable plasticité du cerveau en situation de handicap et par là même des approches thérapeutiques innovantes mises en œuvre au sein de la plateforme Mouvement et Handicap. Nous serons accueillis à l'hôpital Henri Gabriel par les professeurs Yves Rossetti et Jacques Lyoté. Nous rencontrerons également un patient atypique, lui aussi, atteint du syndrome d'héminégligences. Bonjour professeur Yves Rossetti. Pour commencer, pour situer le sujet, pouvez-vous nous faire un rappel des fonctions respectives de ces hémisphères? Alors oui, le cerveau est composé de deux hémisphères, un droit et un gauche. Et globalement, si on veut essayer d'avoir une idée de comment les deux hémisphères se différencient, on va dire que l'hémisphère gauche, c'est celui effectivement du langage, de la logique, du raisonnement, et que l'hémisphère droit, c'est celui qui concerne tout ce qui est plutôt un petit peu plus global, comme représentation, de l'intuition, de l'esthétique, ce type de choses. La plus grosse autoroute de connexion qui existe dans le cerveau, c'est entre les deux hémisphères. Je crois qu'il y a de l'ordre de 500 millions de neurones qui font communiquer les deux hémisphères, et c'est donc le corps calleux qui va unir ces deux hémisphères cérébraux au milieu. C'est l'hémisphère droit qui est impliqué dans un trouble pour le moins troublant, l'héminégligence. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette pathologie si particulière? C'est quelque chose d'un petit peu inconcevable. On a des patients qui ont des capacités cognitives, intellectuelles parfaitement intactes et qui spécifiquement, sur le registre de l'espace, ont un déficit très très singulier. C'est-à-dire que ces patients perdent la capacité de se représenter tout ce qui provient de la gauche. C'est comme si la gauche avait disparu. Les patients ne vont par exemple mettre leurs lunettes que sur l'oreille droite, ils vont oublier de s'occuper de la partie gauche. Les femmes vont se maquiller que la moitié droite de la bouche, les hommes se raser uniquement la moitié droite. Une autre conséquence importante, c'est que les patients qui ont en général une lésion droite, pour présenter une héminégligence gauche, ont très souvent une hémiplégie du côté gauche. Et donc, certains d'entre eux ne sont pas conscients de leur hémiplégie gauche, donc ne vont pas faire des exercices de rééducation pour améliorer leur hémiplégie. Ils ne vont pas travailler de ce côté-là, donc ils vont récupérer beaucoup moins bien de leur hémiplégie parce qu'ils ont en plus l'héminégligeance. Donc ça a des conséquences très importantes pour eux. Connaît-on la cause de l'héminégligence? Elle peut résulter de n'importe quelle lésion qui survient dans l'hémisphère droit, que ce soit d'une origine vasculaire comme un accident vasculaire cérébral, ou que ce soit d'origine tumorale ou d'origine traumatique, voire chirurgicale. Ce trouble de la réaction émotionnelle est assez perturbant. Damien Decran a rencontré un patient un peu particulier, lui-même ancien chercheur, comble de l'ironie, puisque cette pathologie, pour le moins particulière, figurait au programme de son propre enseignement à l'université, notamment auprès des étudiants en neurosciences. Reportage. Marathonien, moniteur de ski mais aussi chercheur au centre de recherche en neurosciences de Lyon, Bernard Renaud est victime le 8 septembre 2008 d'un AVC hémorragique massif. À son réveil, après 35 jours de coma, il constate une importante baisse de son champ de vision, une hémianopsie, ainsi qu'une héminégligence visio-spatiale gauche. La première fois où j'ai pris conscience que j'avais un trouble bizarre à mes yeux, c'est lorsque j'ai commencé à manger, quelques temps après être sorti du coma, je pouvais déglutir, donc je mangeais normalement. Et je regardais mon plateau, et puis tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui bougeait à ma gauche. Alors, ça me gênait, il y avait des mouvements, et tout d'un coup, j'essaye d'attraper ce quelque chose, et ce quelque chose, c'était ni plus ni moins ma main. Où j'ai dit, alors là, tu frôles la psychiatrie. Hein, non, non, je n'avais pas conscience que ma main était à ma gauche et que c'est elle que je voyais dans mon champ visuel, pourtant diminué, mais je voyais un mouvement. Je me suis aperçu progressivement que j'explorais de plus en plus mal tout ce qui était à ma gauche. J'avais tendance à ne pas m'occuper, ne pas aller à gauche, et voilà. Pas dessiner les choses qui se trouvaient à gauche quand on me demandait, lors de tests par exemple, de dessiner ce que je voyais. J'avais des oublis de tout ce qui se trouvait à gauche. Et quand je me rasais, un truc tout bête, quand je me rasais, ça je m'en suis aperçu dès que j'étais à peu près debout et capable de me raser, eh bien j'oubliais la partie gauche de mon visage. Ses connaissances de chercheur en neurosciences, notamment en ce qui concerne la plasticité cérébrale, lui ont permis de croire en ses chances de récupération. Et après une longue période de rééducation et une prise en charge adaptée, les progrès ont été remarquables avec une héminégligence fortement réduite. Aujourd'hui, Bernard Renaud n'hésite pas à se rendre disponible pour continuer de faire progresser la recherche. Une lésion cérébrale aussi massive que la mienne, on
peut évidemment pas la réaliser chez l'homme, donc autant profiter, entre guillemets, et je suis tout à fait consentant pour ça, autant profiter de gens qui ont ce genre de troubles et de lésions pour analyser par les techniques d'imagerie ou d'autres techniques effectivement leurs anomalies et mieux analyser ou mettre au point des techniques de rééducation. Si son hémianopsie lui interdit toujours la conduite, Bernard Renault a toutefois pu reprendre le travail et a même regoûté aux joies du ski en suivant les traces de son fils, 3 ans seulement après son AVC. Les chercheurs ont inventé différents dispositifs pour observer et décortiquer des mouvements avec une extrême précision. L'analyse du mouvement est historique au laboratoire de recherche adossé au service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Henri-Gabriel. Équipement rare, la plateforme Mouvement et Handicap est une plateforme multimodale qui permet d'analyser autant la vision que la marche et qui est accessible à la fois aux patients, aux cliniciens et aux chercheurs. Ces derniers ont ainsi des cas cliniques sous les yeux à explorer et, intérêt réciproque, les patients vont bénéficier d'explorations fort utiles pour leur prise en charge thérapeutique. Alors bonjour Ludovic Delporte, Bonjour. Comment analyse-t-on le mouvement? C'est-à-dire quel dispositif est utilisé pour décortiquer un mouvement d'un bras, d'une jambe ou plus globalement de la marche? Alors au sein de la plateforme, nous avons un système multicaméra qui va nous permettre d'enregistrer les mouvements de préhension ou de marche. Le système envoie une lumière infrarouge ou proche rouge sur des capteurs et à partir du moment où ce reflet est capté par au moins 2 caméras, on est capable de reconstruire la position tridimensionnelle de ce capteur dans l'espace. Très concrètement, à quoi servent tous vos enregistrements, vos analyses au bénéfice des thérapeutes? C'est ce qui nous intéresse pour les patients. À partir de ces enregistrements de la marche, cela nous permet différentes choses, soit une aide au diagnostic supplémentaire pour les praticiens, mais également d'évaluer des traitements, comme par exemple la fabrication d'une orthèse pour améliorer la marche. Et on peut donc comparer cette marche avec et sans cette orthèse, mais également des traitements médicamenteux. La spasticité est souvent très présente chez les patients que l'on rencontre, aussi bien les patients qui ont été victimes d'AVC ou même des patients atteints par exemple de sclérose en plaques. Après les analyses du mouvement, intéressons-nous à présent aux moyens thérapeutiques mis en œuvre. Si pendant longtemps, le principe de rééducation a consisté à explorer le côté gauche, les approches actuelles sont différentes. Nous allons par exemple voir qu'avec un dispositif utilisant des lunettes très particulières dotées de prismes, on arrive à corriger certains troubles en utilisant la plasticité sensorimotrice. Le principe est, grâce au prisme, de faire dévier les images à droite et ainsi de réorienter le cerveau du côté gauche. Explication. Initialement, quand on porte les lunettes, on ne se rend compte de rien. Et c'est seulement lors des premiers mouvements de pointage que l'on va se rendre compte de ces prismes qui décalent l'environnement visuel. Et petit à petit, au bout d'un certain nombre de mouvements, on utilise une 50aine ou une 60aine de mouvements, on va recalibrer en fait les informations visuelles. Et c'est dans ce sens-là qu'on trompe le cerveau, parce que petit à petit, on va réorienter les mouvements de pointage pour aller pointer en direction de la position réelle de la cible. Et donc on va corriger cette déformation. C'est ça l'adaptation sensorimotrice. C'est comme ça que l'on modifie nos coordonnées visio-motrices pour pointer sur la cible et pour s'adapter à ces lunettes qui ont dévié l'environnement de façon latérale. On va pouvoir tester si la personne s'est bien adaptée, non pas seulement parce qu'elle a corrigé les mouvements de pointage, mais on va enlever les lunettes et on va demander au sujet de pointer à nouveau en direction de la cible visuelle. Et si le sujet s'est bien adapté aux lunettes, il va pointer dans la direction opposée à la déviation des prismes. En termes thérapeutiques, comment utilisez-vous cette technique au bénéfice des patients hémidégligents pour arriver finalement à corriger leur cerveau? Si on utilise des prismes qui dévient l'environnement du côté droit, mais qui ont des effets consécutifs, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé les lunettes vers la gauche, on va peut-être réorienter leur motricité vers le côté gauche et peut-être aussi réorienter tout leur comportement vers le côté gauche et traiter l'héminégligence. À pathologie curieuse, approche thérapeutique originale. Sachez que la plateforme d'analyse du mouvement que nous avons pu découvrir dans cette émission, située dans un service hospitalier au sein d'un réseau de recherche international et unique au monde. Des chercheurs viennent ainsi du monde entier mener des travaux de recherche avec des patients du réseau. Aujourd'hui, vous cherchez à aller encore plus loin qu'avec les prismes, notamment en utilisant la stimulation transcrânienne. Pouvez-vous nous expliquer de manière simple de quoi il s'agit ? Alors en fait, comme toutes les techniques de rééducation, le prisme a des effets qui ont des durées, des intensités limitées.
Et donc notre but, depuis qu'on a découvert cette technique, c'est d'arriver à augmenter l'intensité des effets et la durée des effets. Et donc très simplement, la technique la plus prometteuse en ce moment, c'est d'utiliser la stimulation électrique transcrânienne. Alors le mot électricité sur le cerveau, ça peut faire peur. Il s'agit simplement de positionner 2 petites électrodes sur le crâne, de faire passer une intensité minimale de courant qui est de l'ordre de 1 mA. C'est tout petit, c'est infime, c'est indolore. Et ça permet de suractiver le réseau cérébral qui est activé par les prismes et donc d'augmenter la plasticité cérébrale. Ça veut dire concrètement qu'avec une stimulation de 20 minutes, en portant les prismes et en faisant l'exercice, on arrive à produire des effets qui peuvent durer 4 mois. Votre service est d'ores et déjà à la pointe puisque vous faites de la recherche translationnelle, vous allez depuis la paillasse jusqu'au lit du patient. Pour autant, vous avez des besoins encore non satisfaits. Comment les Rhône-Alpins, à travers la fondation HCL, pourrait-il vous aider très concrètement dans l'avancement de vos recherches avec des financements complémentaires ? Une aide très précieuse qui pourrait nous être apportée, qui est un dispositif qui permet à la fois la stimulation électrique cérébrale et l'enregistrement de l'activité du cerveau, qui nous permettrait à la fois de mesurer ce qui se passe pendant cette stimulation de façon très précise et de pouvoir doser la stimulation pour chaque patient. Ça coûte de l'ordre de 15 000 €. Un autre domaine dans lequel nous avons un besoin important, c'est un domaine qui concerne l'analyse des mouvements des yeux. Il existe des dispositifs récents qui permettent d'enregistrer les mouvements des yeux, en même temps enregistrer la scène visuelle regardée par le patient, qui permettent au patient de se promener dans le jardin, chez lui, en faisant ses commissions, etc. Et pour nous, d'enregistrer la scène visuelle que voit le patient et de superposer le regard du patient et de pouvoir constater ainsi si le patient ne regarde que la moitié droite ou pas et quel est le pourcentage de la partie gauche qu'il arrive à regarder et donc de pouvoir quantifier très précisément l'amélioration du patient. Et ça, c'est un dispositif qui coûte de l'ordre de 35 000 €. Notre émission est à présent terminée. Nous remercions tout le service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Henri Gabriel de nous avoir accueillis et bien sûr à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations sur la Fondation Hospice Civil de Lyon et pour contribuer au financement des nombreux projets qu'elle met en œuvre, retrouvez toutes les informations utiles afin d'envoyer vos dons déductibles de vos impôts sur le site www.fondationhcl.fr. Enfin, si cette émission vous a intéressé, que vous voulez en savoir plus, que vous avez des suggestions à nous faire, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Votre Santé. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro pour parler d'ophtalmologie avec le professeur Carole Burion à l'hôpital Édouard Herriot.